Mon expérience personnelle, bon, c'est un détail. J'ai quand même fait, on va dire, 12 ans de permanence à l'association Père-Enfant-Mère. Et donc, j'ai reçu, on va dire, un grand nombre de témoignages, ce qui fait que ça me permet de donner certains avis sur certaines situations. Tout le monde, vous voyez, s'inquiète, par exemple, des accidents de la route. L'auto fait 4000 morts par an sur les routes. Parmi les morts, il y a forcément des enfants orphelins. On ne s'inquiète pas des suicides, de ce que fait la justice, qui entraîne beaucoup d'enfants orphelins. Mais je dirais encore, dans un accident de la route, quand un enfant est orphelin de son père, ou de sa mère, ou des deux, il y a encore la famille derrière qui peut intervenir. Quand c'est la justice qui a enlevé un enfant à une partie de la famille, il y a eu tellement de dégâts de fait qu'il y a une partie complète de la famille qui a disparu. On pense que c'est le père qui a disparu ou la mère. Non, c'est à partir du moment où on confie par exemple l'enfant, on va dire, à la mère, puisque c'est souvent le cas, qu'est-ce qui se passe? Le père n'a plus son enfant, mais c'est toute la famille du côté du père qui disparaît pour l'enfant. C'est les grands-parents, c'est les cousins, c'est les oncles, c'est les tantes. Tout le côté affectif est détruit. C'est-à-dire que, comme je dis à certaines mères que je reçois des fois, qui me disent oui, le père il est alcoolique, etc. Je dis oui, mais le père est alcoolique, mais je dis réfléchissez un peu. Dans sa famille, il y a d'autres personnes. Essayez de vous entendre peut-être avec les grands-parents, les oncles, etc. pour que l'enfant puisse quand même avoir un contact avec l'autre partie de la famille. Je dis, imaginez que vous ayez un accident de la route. Que va devenir votre gamin? Votre gamin, il va aller quoi? Dans une institution, parce que vous, ben, vous n'êtes plus là. Et cette institution va faire quoi? Cette institution, c'est la plupart du temps, c'est des enfants abandonnés, souvent des gosses de banlieue. Ils vont subir, votre gosse va se retrouver dans un milieu quasiment de délinquants. Je dis, c'est ça que vous voulez pour votre enfant? Vous risquez ce cadre-là. Et donc déjà, ça amène les mères à réfléchir, à se dire, il y a une autre partie de la famille qu'il vaut mieux ne pas couper de l'enfant. Parce que quand cette partie disparaît, c'est un soutien à l'enfant total qui disparaît. Parce que la famille qui n'a jamais vu un gosse depuis la naissance, supposer que sa mère vient à disparaître quand il a 10 ans, c'est pas la famille qui va s'occuper du gamin. Elle ne le connaît pas. Donc tout ça pour vous dire que ce que fait la justice aujourd'hui, quand je dis la justice, c'est malheureusement, il faut savoir comment ça fonctionne aujourd'hui. Quand il y a un conflit, c'est les avocats qui s'emparent du système. Un avocat, pour lui, c'est quoi? Un papa, une maman, un gosse. C'est du business. Plus on monte l'un contre l'autre, plus on va faire du fric pour longtemps. En plus, on regarde la plupart du temps s'il y a des biens, s'il y a des revenus, et donc ça dure. Et qui c'est qui traîne? C'est l'enfant, parce que souvent, qu'est-ce qui se passe? Dans ce cas-là, la justice va confier l'enfant à l'un ou à l'autre. Bon, je pourrais vous parler aussi de femmes. Bon, il y a, vous voyez, des cas bien connus, l'affaire Pless-Bauer. Son mari était colonel de l'armée de l'air. Il a réussi à faire passer sa femme pour alcoolique, etc. Elle s'est battue pendant 15 ans jusqu'à l'Europe. Elle a fini par gagner. Mais ses gosses avaient 18 ans quand elle a gagné. Elle a gagné quoi? Son honneur. C'est tout. Parce que ses enfants, elle les a quasiment jamais vus. Et inutile de vous dire que quand un enfant il est entre les mains d'une seule personne dans la famille qui a fait ça, cette personne s'est chargée de dénigrer l'autre partie. Et avant que dans la tête de l'enfant les choses changent, il faudra des années, peut-être des décennies. On a réussi à créer un enfant orphelin de sa mère. C'était le père. Vous voyez, pour vous dire que ça existe des deux côtés. Et donc ça, le seul moyen d'éviter ça, c'est d'éviter le système judiciaire. Et pour éviter le système judiciaire, c'est d'imposer la résidence alternée en cas de séparation.
c'est pas d'imposer la résidence alternée comme elle a été faite en mars 2002, en écrivant presque à chaque paragraphe le juge. Parce qu'à partir du moment où le juge intervient, l'avocat intervient. L'avocat, lui, je vous le dis, son intérêt, c'est le business. Il faut savoir en France que 70 à 80% du chiffre d'affaires des avocats, c'est les séparations, les divorces. Vous voyez, nos tribunaux, au lieu de s'occuper des délinquants, ils s'occupent des familles. Ils font beaucoup d'argent avec ça. Alors c'est sûr que quand on a des parents qu'on reçoit suffisamment tôt, on essaie de leur conseiller d'éviter le milieu judiciaire. On essaie de les pousser au maximum à s'organiser par l'amiable, en les mettant en garde de ce qui risque de leur arriver s'ils rentrent dans un conflit. Parce que dans ce cas-là, c'est l'enfant qui traîne. Donc je voudrais vous dire aussi, la résidence alternée évite beaucoup de choses. Un enfant, quand il est manipulé d'un côté ou de l'autre, il se retrouve en conflit de loyauté. Parce que, comme la loi n'est pas claire, la loi aujourd'hui laisse au juge ou à l'avocat. Donc qu'est-ce qui se passe? Le père ou la mère manipule l'enfant tant qu'il peut pour arriver à le décider à aller d'un côté ou de l'autre. Si la loi était claire, aucun des deux parents n'aurait intérêt à manipuler l'enfant. Ça s'appelle le conflit de loyauté. Bon, en plus, il y a aussi le conflit de loyauté, on pense qu'il est souvent quand les enfants sont tout petits. Quand les enfants sont tout petits, ben, c'est sûr que c'est plus facile peut-être de l'influencer, mais quand ils sont ados, c'est un problème d'autorité. Quand le gosse il se retrouve avec papa ou avec maman, ben, il va du côté de papa, il dit bah, si tu m'emmerdes trop, bon, je caricature, hein, mais bon, si tu m'emmerdes trop, je vais chez maman. Et chez maman, il dit si tu m'emmerdes trop, je vais chez papa. Résultat, il n'y a plus d'autorité, ni du côté de la mère, ni du côté du père. En plus, le conflit de loyauté intervient aussi à l'adolescence. Quand l'enfant, il sait qu'il y a de l'argent plus d'un côté que de l'autre, naturellement, un adolescent, il a tendance à être attiré par ce qui brille, on le comprend. Bon, c'est bien d'avoir beaucoup d'argent, et le parent qui a tendance à manipuler aura tendance aussi à utiliser ce moyen-là. C'est pour ça que je dis la résidence alternée prévue dans la loi évite de rentrer dans ce genre de conflit de loyauté pour l'enfant et évite que l'enfant soit soumis à des pressions permanentes d'un parent ou de l'autre. Donc là, j'ai fait à peu près le tour de ce qui fait qu'un enfant peut devenir orphelin. Parce qu'un enfant qui est soumis à toutes ces pressions d'un parent ou de l'autre, au bout d'un moment, il finit par être que d'un seul côté. Mais l'intérêt d'un enfant, c'est d'avoir deux familles. Deux familles, c'est toujours mieux, comme je dis, c'est comme un humain, il a deux jambes, c'est quand même mieux de s'appuyer sur deux jambes que sur une seule. Et ça, il faudrait que tout le monde le comprenne. C'est pour ça qu'il faut à tout prix éviter le système judiciaire. Le système judiciaire aujourd'hui n'est pas dans l'intérêt de la famille, n'est pas dans l'intérêt de l'enfant. En plus, on a un gros défaut en France, c'est que les avocats composent aussi nos parlementaires, il ne faut pas dire nos présidents. Donc tout ce business qui enrichit les avocats, ils ne veulent pas le lâcher. On comprend aujourd'hui pourquoi on a tous les partis politiques sur le dos, tous. Parce que tous ont des avocats qui les font vivre. Donc le système, on ne veut pas y toucher. C'est pour ça que c'est très difficile de faire passer une loi qui paraît évidente, la résidence alternée, pour qu'il n'y ait pas de conflit dans les familles, pour que ce soit pris par défaut, simplement, quand les parents ne s'entendent pas. Ça devrait être normal pour tout le monde. On a lu, la résidence alternée en mars 2002. Les pères croyaient que c'était pour eux. C'était pas pour eux. C'est parce qu'il y avait la délinquance dans les banlieues. Les mères, les gosses se retrouvaient dans les commissariats à l'âge de 12 ans, 13 ans, 14 ans. Et les mères disaient, mais mon gosse, je ne peux pas le contrôler. Il y a eu même des émissions à l'époque à la télévision où justement, quand les ados débarquaient dans la maison où la mère était seule, elle s'enfermait dans sa chambre. Vous voyez la caricature, mais c'était des mères qui témoignaient, pour vous dire. Et donc à l'époque, ils ont dit qu'il faut redonner l'autorité au père. Mais
On a fait de loi, mais quand on voit ce qu'il y a dans la loi, ben, il y a toujours pareil, c'est comme toute une loi française, il n'y a pas écrit le juge à chaque paragraphe. Mais là, non, on a mis le juge. Quand on sait qu'il y a le juge qui intervient, il y a les avocats qui interviennent. Les avocats, c'est des rois de la manipulation. Donc ils s'en foutent des familles. C'est celui qui arrive à manipuler le plus l'autre, qui a l'avocat le plus puissant, enfin, etc. Donc résultat, c'est ce système de justice qui fonctionne dans la famille. Comme on dit aujourd'hui, que je le répète, les affaires familiales, ça doit sortir des tribunaux. Le seul moyen pour que les affaires familiales sortent des tribunaux, c'est qu'on enlève principalement deux choses dans les tribunaux. La résidence alternée, ça doit être dans la loi, sans passer par les tribunaux, par défaut. Les pensions alimentaires, qui sont le deuxième recours aux tribunaux dans les affaires familiales, ça doit être un barème automatique, comme la sécurité sociale. Pour la sécurité sociale, on vous prélève sur salaire en fonction de vos revenus, en fonction de vos critères bien précis. Il n'y a pas de raison que dans les affaires familiales, ce ne soit pas de la même façon. On vous prélève en fonction de vos revenus, en fonction de vous éduquer un enfant, vous ne l'éduquez pas, il est ailleurs, etc. C'est la CAF qui doit servir d'intermédiaire. C'est beaucoup plus simple, on sait que tout le monde est à la même enseigne et il n'y a pas toutes ces manipulations d'avocats où souvent on trouve comme des personnes parmi nous, bon, je pourrais citer le cas d'Alfred, il n'est pas là ce soir, c'est dommage, mais lui s'est retrouvé débité 2 fois sa pension alimentaire. Évidemment, les huissiers se régalent, c'est des personnes faibles. Alors on débutait une première fois sur sa caisse de retraite, une deuxième fois sur sa caisse de retraite complémentaire. Et ça fait 3 ans qu'on n'arrive pas à faire enlever ça. Voilà. Pendant ce temps, le gars, il a sa retraite, il est obligé d'aller distribuer des journaux parce qu'il ne reste quasiment plus rien. Bon. Ça serait barème sur la CAF, il n'aurait pas ces ennuis-là. Mais là-dedans, dans la justice, c'est du business. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. On répondra peut-être quelques questions par la suite.